absolutely still. This vision's based on movement. I've seen things you people wouldn't believe. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. You've seen these films. The eyes, Chico. They never lie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Colmat, l'émission cinéma des étudiants et étudiantes de l'école Louis Lumière, qui comble les trous dans votre emploi du temps en vous conseillant des films à aller voir en salle. C'est le 7e épisode de ce podcast que vous retrouvez plus ou moins toutes les 2 semaines, consacré au cinéma récent ou moins récent que l'on peut voir en salle. Aujourd'hui, derrière les micros, Shresti Sheikh, et pour dire des bêtises dedans, Clément Colliot, Loïc Matos, et notre invité du jour, le premier à revenir dans l'émission, notre camarade de promotion de cinéma 2022, Julien Bonneau. Salut à tous les colmateurs, c'est Julien. Ainsi pour cet épisode 5 films, la nouvelle adaptation de l'immense comédie musicale West Side Story par notre père à tous Steven Spielberg, le nouveau film du très politique Kirill Serebrennikov, La fièvre de Petrov, puis pour les films du passé, l'impressionnant Sur le chemin de la rédemption de Paul Schrader, le désespéré Mélancolia de Lars von Trier, et Julien, pour ta recommandation du passé, encore une comédie française avec Jim Laponce, Vincent n'a pas d'écailles. Magnifique. Et on peut déjà commencer avec West Side Story de Steven Spielberg. Do you want to start World War III? You know, I wake up to everything I know either getting sold or wrecked or being taken over by people that I don't like. You keep away from him as long as you're in my house. I'm a grown-up now, Bernardo. I'm gonna think for myself. Tony, we need you if we're going to war. Who are you? Friend or foe? 74 ans mais toutes ses dents, Steven Spielberg revient toujours aussi vivace 3 ans après l'énorme Ready Player One et décide pour son 33e film d'adapter à nouveau la comédie musicale West Side Story, exactement 60 ans après le classique culte de Robert Wise et Jerome Robbins. On retourne donc dans les bas-fonds du New York des années 50, déchiré par la lutte entre la bande des jeunes Jets et celle des immigrés portoricains des Sharks, pour redécouvrir l'histoire de Tony et Maria, appartenant chacun à des camps rivaux, mais follement épris l'un de l'autre. Alors que tout le monde craignait l'arrivée de ce faux remake, la réception critique du film a été quasiment dithyrambique face au résultat. Alors Loïc, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de West Side Story ? Bien sûr. Alors, à la base, West Side Story, donc, c'est une comédie musicale qui est créée en 1957, qui est chorégraphiée et dirigée par Jerome Robbins, d'un livre de Arthur Lawrence, des lyrics de Stephen Sondheim, et surtout une musique qui est devenue culte de Leonard Bernstein. La comédie musicale à l'époque, c'est un immense succès. Elle a plus de 700 représentations avant de partir en tour dans le monde. Elle gagne plusieurs prix, elle est rejouée plusieurs fois dans le monde et encore de nos jours. Et seulement 4 ans après sa naissance, elle est adaptée au cinéma par donc, le chorégraphe et metteur en scène de la comédie de Broadway et Robert Wise, qui était notamment le monteur de Citizen Kane ou de La splendeur des Amberson, qui était le film suivant d'Orson Welles. Le film rafle 10 Oscars et devient une œuvre culte au passage. Évidemment, les musiques de Leonard Bernstein font beaucoup au succès de la pièce, puis du film. Seul BO de film qu'il aura d'ailleurs composé en plus de celle de Sur les quais de Elia Kazan, qui est un merveilleux film que je recommande à tout le monde. Donc 60 ans plus tard, Spielberg arrive avec une nouvelle itération du monument et propose ici une deuxième version de West Side Story au cinéma, qui n'a pas l'ambition de remplacer celui de 61, mais en fait d'apporter une nouvelle version. Vraiment, en fait, Spielberg ne se dit pas que la version 61 est pas bonne, parce que même lui, il l'admire, il ne se dit pas qu'il y a besoin de la remplacer. C'est vraiment juste, il a envie de créer un nouveau classique West Side Story, et il y arrive, parce que le film est vraiment merveilleux. Et il a une façon de travailler la mise en scène et la chorégraphie qui est radicalement différente de celle du film d'origine. En travaillant avec Jerome Robbins, le chorégraphe et le metteur en scène de la pièce d'origine, Robert Wise, on sent qu'il tend à une fidélité théâtrale. Il filme souvent ses scènes un peu de loin, dans des espaces scéniques bien délimités, que ce soit un toit, un terrain de basket engrilladé ou un dessous de pont, et la caméra se tient à distance et cadre les corps en entier, comme un spectateur qui assisterait à la scène depuis un siège et qui voudrait profiter du travail chorégraphique en entier. Et le film est très intéressant dans cette mesure-là. Mais en fait, chez Spielberg, toutes ces frontières-là, il les fait sauter. Tous les décors sont vivants, ça se passe dans la rue, ça se passe avec des figurants, et c'est la caméra qui vient créer un espace pour les danseurs. C'est la caméra qui, en tournant autour d'eux, vient créer un espace de cinéma dans lequel les danseurs viennent s'exprimer. En tournant autour des acteurs et avec les danseurs,
En fait, la caméra, elle nous invite à rentrer dans les groupes, elle accompagne les sauts, elle accompagne les descentes. Et la version de 2021, donc, elle décide de placer le spectateur dans la danse. Moi, je regarde le film, j'ai l'impression de danser. J'ai la sensation vertigineuse de sentir mon corps emporté, de tout ce que ça a de physique, de magique et de gracieux. Ça se voit que tout le travail du film, c'est vraiment un travail de corps, parce que cette fois-ci, les acteurs, c'est vraiment eux qui chantent. On sent leur corde vocale vibrer quand on est en gros plan. On n'a plus de maquillage pour grimer Natalie Wood, ni de air roulé pour imiter un accent portoricain. On n'a plus de Sharks maquillés non plus, et plus de teinture de cheveux blondes pour les Jets. Et voir des acteurs vraiment chanter, ben, ça change tout, quoi. Je suis d'accord avec toi, Loïc. C'est vrai que Spielberg faisant une comédie musicale, il y avait une forme d'évidence là-dedans. Et effectivement, le film est absolument réjouissant. On sent que c'est un film qui a une gourmandise absolue de cinéma, de mouvements de caméra qui traversent les décors. Ça faisait très longtemps d'ailleurs que je m'étais pas fait cette réflexion, quoi, de voir des décors aussi larges que la caméra prenait plaisir à explorer complètement. Il y a quelque chose un peu d'anti-blockbuster numérique là-dedans qui m'a beaucoup plu. Et voilà, comme tu le disais, moi je pense qu'il y a deux choses qui font que Spielberg est un des plus grands cinéastes hollywoodiens. D'abord, c'est qu'il capte la cellule familiale comme personne. Donc on le voit un peu dans ce film, mais on le voit aussi beaucoup dans ses œuvres passées. Et surtout, c'est un des plus grands chorégraphes de la caméra. Il arrive à totalement intégrer la narration à ses mouvements de caméra, ses cadres et le ballet que ça forme avec les acteurs. Et donc, West Side Story et la comédie musicale en général, c'était le terrain rêvé pour lui. Je pense que, comme tu le dis, donc on est un peu moins dans une dynamique spectatoriale et donc on a un peu moins accès, je pense, à la précision de la chorégraphie et de son exécution par les danseurs, mais je pense qu'on perd en lisibilité ce qu'on gagne en force cinégénique, quoi. Et là, il y a vraiment des émotions de pur cinéma qui se créent. Je pense que ça marche en plus autant dans les scènes de danse que dans les passages plus intimes. On a une des figures de style assez typiques de Spielberg, qui sont ces plans-séquences au final assez discrets, qui n'hésitent pas à rompre avec un contre-champ si nécessaire ou avec un insert si besoin, mais qui vont comme ça créer un sentiment d'immersion beaucoup plus fort et exigent une préparation et une rigueur dans la conception de ces scènes pour leur donner vie, qui est tout à fait exemplaire et qui crée vraiment un film absolument riche et plaisant. Bon, après, moi j'ai redécouvert l'original juste avant de voir celui-ci, mais Julien, je sais que toi tu l'aimes beaucoup aussi, alors peut-être que tu as un regard un peu différent. Oui, moi j'aime beaucoup l'original, je suis un gros fan de la version de Robert Wise, mais ça faisait très longtemps ça fait pas mal de temps que je l'avais pas vu, et du coup j'ai décidé d'aller voir la version de Spielberg sans avoir revu celle de Wise. J'avais simplement ce qui me restait en fait en souvenir, même si c'était plus ou moins précis, quoi. Je ne pouvais pas m'empêcher de confronter la nouvelle version de Spielberg avec ce dont je me souvenais de l'ancienne version de Robert Wise. Et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que c'est un vrai film qui parle de cinéma aussi, avant tout, plus même, je trouve, que de l'histoire d'amour qu'il raconte. On ne peut pas s'empêcher de superposer la version de Robert Wise avec celle de Spielberg, et du coup ça crée une sorte d'espèce de soustraction des histoires, et en fait il reste que les idées de cinéma, je trouve, qu'il y a au travers des deux films. Et c'est vrai que c'est assez grisant, et c'est un film qui est très enivrant, et moi j'ai passé un excellent moment. Je l'ai vu seulement hier soir, et je m'en remets à peine. Je trouve que les scènes de danse ont en effet une qualité sont d'une qualité que j'ai rarement vue au cinéma, quoi. En plus, ce que je trouve hyper généreux de la façon dont Spielberg a construit son film, c'est que, alors lui a beaucoup dit qu'il avait été bercé dans son enfance par les chansons originales de la comédie musicale plus que par le film, et du coup ça fait que quand il les réadapte ici, toutes les scènes sont emplies de variations qui font que même si on connaît très bien l'original, on va être heureux de retrouver les musiques, mais on sera toujours surpris et toujours intéressé par les nouveautés de mise en scène, de lieux, de chorégraphie. Il y a même des chansons qui sont déplacées dans l'histoire, et donc ça fait que même si c'est une histoire archi-classique, puisque c'est une nouvelle adaptation d'une comédie musicale elle-même inspirée très fortement de Roméo et Juliette, malgré ça, vu qu'il y a des petites variations par rapport à l'histoire qu'on connaît, on s'attend un peu à de l'inattendu. Et donc je pense que ça permet même pour les spectateurs très avertis de découvrir un film qui sera quand même palpitant, et pour ceux qui connaissent pas du tout l'original, ça pourra leur donner envie d'aller le voir pour prolonger l'expérience et prolonger le plaisir des chorégraphies et des chansons sans que ce soit redondant. Et attendre l'inattendu, c'est quand même très fort. C'est Spielberg. Alors après, je suis quand même un peu moins dithyrambique que vous, c'est-à-dire j'ai pris un plaisir énorme de cinéphile, et aussi
tout ce qui est ballet de caméra, chorégraphie, mouvement de caméra enchaîné avec des mouvements d'acteurs et tous les effets cinégéniques en fait dont tu parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui me fait instantanément du bien. Je pense que c'est une vraie source de dopamine pour moi, donc ça m'a suffi et ça m'a tenu en haleine pour tout le film. Tu disais tout à l'heure que la caméra est vraiment au centre des danses. Je suis assez d'accord, surtout par rapport à ce que faisait Wise avant. Et en même temps, en fait, j'avais l'impression d'être physiquement plus proche des personnages, plus proche de leurs cellules familiales, vraiment collé à eux parfois. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire que l'histoire m'a sans doute moins atteinte que la version précédente. Je ne sais pas si ça tient au fait que j'étais plus petit, plus jeune ou que je connais déjà l'histoire. Je pense pas, parce que c'est une histoire qui est sans doute qui est somme toute assez classique et que je connaissais même avant de voir la version de Robert Wise. Oui, parce que c'est Roméo et Juliette au fond. C'est Roméo et Juliette, un cadavre en moins. On pourrait le résumer comme ça. Ça pourrait être le titre. Mais tu vois, on va peut-être pas spoiler pour les gens qui auraient le plaisir de découvrir Roméo et Juliette ou West Side Story au cinéma. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, il y a quand même, tu vois, la fin ne m'a pas particulièrement ému, quoi. Il y a 2-3 moments où comme ça, le film m'a un peu lâché. Et je me demande si cette distance, en fait, dessert pas un peu cette histoire, tu vois, qui est finalement assez grossière, qui va très vite et qu'il est difficile de raconter, même en 2h40, surtout en prenant le temps de faire la moitié du temps des chorégraphies. Et du coup, je me demande si cette espèce de distance, tu vois, qu'il y avait dans la version de Wise et qui donnait un côté du coup un peu plus musical et plus spectacle, je me demande si ça te faisait pas mieux accepter certains raccourcis de narration. Voilà, c'est une question que je me suis posée. Mais... D'ailleurs, au moment de la scène de balcon avec les deux amoureux, je trouve que Spielberg fait une référence assez explicite à Roméo et Juliette. Tout de suite, c'est filmé en longue focale, donc ça rappelle un dispositif théâtral. Et même dans les costumes, Tony enlève sa veste et il est dans un costume qui pourrait sembler plus un costume d'époque. Il y a une sorte de petit clin d'œil à ce moment-là. Oui, et puis même Maria a clairement une poursuite sur elle. Enfin, oui, tout à fait. Mais la lumière aussi, tout le dispositif est en clin d'œil un peu. Ouais, là où je dois reconnaître que je suis un petit peu d'accord avec toi, c'est que en effet cette histoire d'amour entre Maria et Tony, elle est très vite expédiée et c'est très vite d'accord. Ils s'aiment, ils sont fous amoureux et on les laisse de côté pour s'intéresser plus à d'autres personnages comme Anita, comme à Riff. Mais quand même, j'ai été beaucoup ému par le film. Même la séquence finale, moi, elle m'a bouleversé. Et il y a d'autres moments, par exemple, évidemment, la scène de Rumble. Donc la scène de bagarre au milieu du film entre les deux gangs, qui est merveilleuse et très forte. Et la scène juste après une des scènes où Anita explique à Maria pourquoi est-ce qu'elle ne devrait pas revoir Tony, c'est très fort aussi. En fait, c'est plein de petits personnages, plein d'acteurs comme ça, qui sont au final très très justes dans leur rôle. Et je trouve que c'est aussi un très beau geste de cinéma que Spielberg fait en reprenant Rita Moreno, qui jouait donc le personnage d'Anita dans la version de 61, pour jouer cette fois-ci la mère spirituelle de Tony et qui vient remplacer le personnage de Doc dans le film d'origine. Ah oui, d'accord, c'est vrai, oui. Et en fait, ça va avec tout le constat du film et tout le geste de modernité que Spielberg en fait, qui est de dire qu'en fait, en 60 ans, rien n'a changé. Le personnage d'Anita, il est toujours dans cette situation-là. Et c'est même encore plus terrible que dans la version de 61 parce que le plan d'ouverture du film de Spielberg, c'est la ville en ruine. C'est-à-dire que les personnages, tous, les Sharks, les Jets, se battent pour rien. Pour un territoire qui est déjà mort. Et c'est très touchant de trouver chez Spielberg, qui est parfois trop optimiste comme cinéaste, quitte à venir, pour moi, endommager la fin de certains de ses films, comme Minority Report notamment, je trouve. Mais là, cette fois-ci, ramener un truc aussi amer, aussi triste, je trouve que c'est un très beau geste de sa part. Alors, je suis tout à fait d'accord. Alors, je nuancerai un peu ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films de Spielberg qui sont très optimistes, mais il a fait quand même plusieurs films qui, pour moi, sont parmi ses plus intéressants. Je pense notamment à Munich et La Guerre des Mondes, qui ont un regard beaucoup plus noir et sombre sur le monde contemporain de leur époque. Mais je suis tout à fait d'accord que ça me semble très pertinent, en fait, de refaire un West Side Story. C'est une question qui a beaucoup été soulevée quand on a vu les annonces du projet. Mais pourquoi refaire West Side Story ? Bon, déjà, pourquoi pas ? Après tout, les musiques sont dans l'imaginaire collectif. Pourquoi pas se les réapproprier ? Et surtout, ne serait-ce que l'idée de je vais redire aujourd'hui West Side Story, ça réaffirme la pertinence de cette histoire-là. D'autant que ce que fait Spielberg, qui est un geste qu'on observe souvent dans les remakes de films et les réadaptations, c'est qu'il
il va faire remonter ce qui était sous-jacent un petit peu dans l'original. L'original qui se terminait quand même, sans trop spoiler, mais le dernier plan, c'est quand même un jeune Mexicain qui se fait emmener par la police. C'était quand même ça la dernière image du film original, donc il y a une dimension politique qui n'est pas du tout négligeable. Et donc là, il vient totalement la faire remonter un petit peu à la surface. Il y a évidemment tout ce travail un peu d'ancrage dans les décors, comme tu en as parlé Loïc, avec cette idée d'un West Side complètement en ruine, ou en chantier, mais avec cette espèce de modernité pressante. Il y a aussi toute la scène qui s'apparente à une agression sexuelle qui était un peu moins adressée dans l'original et qui ici est beaucoup plus soulignée. Et le personnage qui veut absolument intégrer la bande, qui est ici explicitement un personnage transgenre. Il y a cette volonté que je trouve assez maligne en fait de venir expliciter ce qui pouvait se nicher un petit peu dans l'original. En fait, je trouve que c'est un film qui est ultra riche et du coup moi j'en ai parlé avec mes colocataires shout out hier et il y avait un peu ce débat autour de à quel point est-ce que le film aurait pu être modernisé ou pas, et c'est vrai que l'un d'entre eux, tu vois, avait éprouvé ce manque, tu vois, de modernisation, et ça l'a un peu saoulé de revoir West Side Story sans que ça aille selon lui beaucoup plus loin, ce que je peux comprendre aussi, hein, mais j'avoue que moi j'ai pas ressenti ce manque et ça m'a fait j'ai trouvé que le film était déjà plein de bonnes idées et de modifications qui m'ont suffi, et qui m'ont conquise. Mais en fait, je me demande aussi si, pour avoir cette modernisation-là dont tu parles, il n'aurait pas fallu faire un film vraiment beaucoup plus long, qui aille vraiment jusqu'à éclipser d'autres scènes, voire quelques morceaux de la comédie musicale originale, et ça aurait été encore plus aux grandes dames du film, je pense. Si, sans doute, et c'est même peut-être pas le propos de ce que voulait faire Spielberg. Enfin, je trouve que le film puisqu'on parle de longueur, est quand même super bien rythmé. Enfin, c'est évidemment, quand un film dépasse les 2h30, on commence forcément à le sentir un peu passé, quoi. Mais moi, je me suis pas ennuyé une seule seconde, et je trouve que le film s'est très bien alterné, moments de chant, moments de danse, moments de dialogue. Et c'est surtout se réinventer dans sa chorégraphie à chaque fois. On parlait de la scène de combat tout à l'heure, de Rumble, qui est vraiment une des meilleures scènes de combat que j'ai vues de ces dernières années, quoi. Enfin, c'est très court, mais ça m'a stupéfait à quel point c'est bien fait. Et je trouve ça trop chouette, toutes ces évolutions multiples. Il y en a plusieurs dans le film, mais notamment les coups que tu vois portés à l'écran, qui du coup évolue de plus en plus vers c'est des pas de danse à en fait on commence à donner quelques gifles et quelques coups de poing jusqu'à ce moment de violence énorme. Mais surtout, il s'est filmé la danse, comme tu le dis, vraiment comme personne, quoi. Moi, j'ai jamais vu une danse aussi physique, un truc aussi ressenti, un truc qui comprend autant ce que c'est que de danser. J'ai jamais vu vraiment ça au cinéma. J'ai vu des gens admiratifs de ce que leur chorégraphe et leurs danseurs faisaient devant eux, mais la caméra qui faisait ça avec eux. C'est vrai que ce que je trouve assez chouette, c'est que ça souligne pas mal aussi on l'a dit plusieurs fois, mais l'environnement a vraiment son importance. On en parlait tout à l'heure, mais entre nous, mais il y a un moment, je crois que c'est dans America, où juste la petite marche d'un trottoir suffit à créer deux groupes de personnes qui montent, descendent en alternance, et une rythmique super intéressante. Et il y a aussi cette séquence chez les policiers là, qui est peut-être ma préférée du film, que j'ai trouvé absolument folle, où il retourne tout le truc. Enfin, c'est juste incroyable, et du coup c'est fou comme la caméra arrive à définir un espace pour que les personnages s'en emparent après et en fassent leur scène, quoi. Et moi, j'avoue, je suis très friand d'objets qu'on se lance à volo dans toute la pièce pour en faire différents accessoires. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Enfin, vraiment bien joué. Ce que j'aime bien avec ce film, c'est que il a une sorte de qualité surprenante, quoi. C'est-à-dire que ça semblait un curieux choix de projet pour Spielberg, alors qu'il sortait de Ready Player One, qui est un film que moi j'aime vraiment beaucoup, et qui nous disait en gros moi aussi j'ai des références, moi aussi j'ai des posters affichés sur mon mur, mais quand ça prend le pas sur la vie et sur l'inspiration, il faut s'en détacher, il faut s'en servir pour créer quelque chose de neuf. Et là on se dit, d'accord, mais tu reprends un film qui existe depuis 60 ans. Mais en fait, ce qui est beau, c'est que justement Spielberg vient prendre ce film qui est un monument archi connu et en faire quelque chose qui est totalement personnel. Moi, je pense qu'une des figures de style dans le film qui m'a le plus ému, c'est son usage des reflets, qui est quelque chose d'extrêmement Spielbergien qu'il y a dans beaucoup de ses films. Là, il y en a deux usages notamment auxquels je pense. Il y en a un pendant la chanson Maria, où le personnage de Tony se tient
au-dessus d'une flaque d'eau qui va refléter des lumières colorées de la ville. C'est d'ailleurs très beau de voir comment Janusz Kaminski, qui est son chef opérateur depuis 93, qui est un peu connu pour cette photo gris acier, un petit peu désaturée, vient comme ça rajouter des touches de couleur. Et là, ces touches de couleur rappellent, alors que le personnage de Tony parle de la prière qu'il y a dans le son de Maria, rappellent les couleurs des vitraux d'une église. Et c'est vrai que tout ce travail-là de couleur de Janusz Kaminski et même du chef costumier, des chefs décorateurs, c'est un truc qui est vraiment exacerbé vis-à-vis du film, de la première adaptation. Il y a tout ce... Dans le premier, on pouvait trouver du violet, on pouvait trouver des couleurs un peu mélangées dans les deux groupes. Là, vraiment, chaque groupe a sa couleur. Les Jets, c'est le bleu, les Sharks, c'est le rouge. Et tout le film s'amuse de ces couleurs-là, avec la lumière, avec les ciels. C'est magnifique de voir un film qui donne autant d'espace, en fait, même à travers sa direction artistique, à tous les personnages. Et il y a un autre jeu sur les reflets qui est un peu récurrent dans le film, qui est ce jeu avec les miroirs, où il y a un peu ces personnages qui rêvent, qui ont des aspirations de ce qu'ils veulent être dans la vie, et qui se regardent dans les miroirs, changent de costume, changent de robe, discutent devant les miroirs et se projettent comme ça. Et il y a un moment dans le film où Maria se réveille le matin, juste après la nuit où elle a rencontré Tony et est tombée amoureuse de lui. Et son visage est filmé, surcadré à travers le rond d'une tête de lit, qui rappelle un peu les surcadrages des miroirs qui étaient ronds et qui entourent sa chambre. En plus, c'est suivi d'un plan séquence absolument discret et virtuose à la fois. Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment des idées de cinéma en or dans ce film. Donc voilà, une vraie appropriation de la part de Spielberg, et aussi un film qui s'inscrit, j'ai l'impression, dans une sorte de mouvement de son cinéma qui date de peut-être une bonne dizaine d'années, qui est de se confronter à des classiques du cinéma hollywoodien. On avait Lincoln qui faisait en 2012, sachant que John Ford a fait un film qui s'appelle Young Mr. Lincoln, qui est un peu un classique. On avait Cheval de guerre qui reprenait dans sa scène finale les contre-jours de Autant n'emporte le vent de façon très explicite. On peut même dire Pentagon Papers par rapport au cinéma journalistique et un petit peu paranoïaque des années 70. Et j'ai l'impression que Spielberg, qui du coup a 74 ans comme je le disais et commence à être un cinéaste lui-même un peu un classique d'Hollywood, a un peu compris sa place parmi le panthéon des cinéastes, un petit peu de faiseur de rêves, et qu'il a envie de retrouver en fait les films qui faisaient son enfance pour les réoffrir à un nouveau public. Mais pas en enterrant l'original, mais juste en le remodelant suffisamment pour qu'on ait envie de découvrir l'original après et qu'on soit encore surpris. C'est comme s'il faisait des films pour l'enfant qu'il avait été. Ça donne parfois des choses assez ratées, comme le BGG, un film qui s'adresse aux enfants de façon un petit peu bête, mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'un cercle vertueux du grand cinéma de divertissement hollywoodien qu'on voit à travers ce film-là, et c'est assez beau, quoi. Eh bien, je pense qu'on en a assez dit sur West Side Story. Allez le voir, je vous en supplie. Et on va passer à Petrov's Lou. Понимаете, у нас у ребенка температура сильная. Ни поноса, ни рвоты, ни судорог не было. Вот когда начнутся, тогда и звоните. Уважаемые граждане, спецоперация ФСБ, гражданин Петров приглашается на выход. Это ничего, что мы похитили человеческие останки. И даже в чем-то глумимся над трупом. Не привлекут. Сука! Нужно мириться с арабами и жить по-своему! Après Leto en 2018, Kirill Serebrennikov nous revient en salle. Fiévreux, inarrêtable, explosif, La fièvre de Petrov raconte les pérégrinations maladives et alcooliques de Petrov, qui, déambulant dans Moscou, plonge dans un mélange de rêve et de réalité, entre réminiscences du passé et troubles du présent. Julien, tu as déjà vu le film 2 fois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? En effet, j'ai vu le film 2 fois. Je l'ai vu une première fois au festival Camérimage à Toruń, du coup en russe sous-titré anglais. Et comme je suis pas un très bon anglophone, j'avais peur d'être passé à côté de pas mal de choses. Du coup, je l'ai revu en sous-titré français en France ici, puisqu'il est sorti le 3 décembre, si je dis pas de bêtises. Ou le 1er décembre, puisqu'il est sorti en France. Et en fait, non, j'avais tout compris. Si je fais cette précision, c'est parce que c'est un film qui est assez étrange. C'est difficile de le décrire. On suit les pérégrinations de Sergueï Petrov dans une ville malade, alors que lui est encore plus malade. D'ailleurs, le titre français, c'est donc La fièvre de Petrov, mais en langue originale, c'est plutôt le rhume ou la grippe de Petrov. Et ça correspond plus à l'état du personnage et à l'état dans lequel le film nous met. C'est-à-dire que c'est un film qui joue énormément sur les sens, qui est très humide, ça tousse, ça pleut, ça mouille. C'est
c'est la fête à la grenouille, ça neige, ça sue. Il y a une dimension très organique et corporelle, une certaine immersion qui est assez incroyable, qui s'opère pendant tout le film. Alors qu'on suit une histoire qui semble n'avoir quand même un peu ni queue ni tête. Ce que je trouve est déjà formidable, parce que on arrive à me faire tenir 2h30 encore devant un film où je me demande tout le long s'il il va y avoir un sens ou si tout va se recouper, etc. Mais du coup, pour résumer, pour donner envie de le voir, parce que là j'ai l'impression que ce que je dis ça donne pas tant envie, mais c'est un film qui est magnifique, qui est enivrant, et qui une sorte d'énorme film choral qui se passe dans une Russie complètement désabusée et où en fait Petrov du coup va être soumis à des formes d'hallucination et va mettre en place plusieurs régimes le film met en place plusieurs régimes de réalité, si bien qu'on sait jamais vraiment si ce que l'on voit est vrai ou faux et à quel point ça correspond à l'imaginaire du personnage, à ses souvenirs ou à ce qui lui arrive vraiment. Pour ma part, je suis un peu partagé entre ce dont tu parles, cette espèce de tourbillon esthétique et politique, et disons l'impression de voir un exercice de style un petit peu calculé. Je m'explique. Donc je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette espèce de porosité très importante du récit. C'est-à-dire qu'on va mélanger le rêve, la réalité, les hallucinations, les souvenirs et les récits, les histoires inventées, comme on aurait donc cet effet un peu de fièvre où on ferme les yeux, on rêve et ça se mêle un petit peu et on a du mal à distinguer le vrai du faux. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant puisque le film navigue à travers ces différents régimes-là. Mais si du coup on a cette espèce de roller coaster qui change souvent de style, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de porosité entre les styles. C'est-à-dire qu'on va avoir une suite de séquences qui sont chacune typées avec une sorte de figure de style et qu'il n'y a pas vraiment d'interaction entre elles. On va avoir la séquence avec un long plan séquence au steadicam extrêmement fluide, la séquence caméra épaule chaotique, la séquence 16 mm granuleux, solaire, la séquence en noir et blanc très esthétisée. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de porosité entre ces séquences-là, quoi. On n'est pas vraiment déstabilisé au niveau du régime des images et de la facture esthétique du film. Ce qui fait que ça m'a donné un peu l'impression d'un film maîtrisé, mais qui ressemble un petit peu à un catalogue, quoi, du cinéma d'auteur, un petit peu grandiose, quoi. Je me suis pas senti, pour ma part, fiévreux ou du moins enrhumé. Enrhumé. Moi, je dois plus partager l'avis de Clément. Après, je l'ai vu qu'une fois, donc peut-être que le revoir une deuxième fois, ça aide à mieux saisir les enjeux du film. Mais là, j'ai l'impression qu'il marche dans les pas de Abel Gance. Et que cette fois-ci, par contre, sa roue, elle est en totale liberté. C'est de la roue libre littérale. C'est une sorte de tsunami. La roue d'Abel Gance. C'est une sorte de tsunami inarrêtable qui m'emporte et qui me tue. C'est-à-dire... Ça, c'est une critique hallucinée, ça. C'est un vrai tsunami qui m'emporte et qui me tue. C'est-à-dire que le film me confronte à un tel régime d'images et de paroles qu'en fait, c'est simple, à partir d'un moment, mon cerveau n'arrive plus à suivre. Alors que j'essaye, pourtant, j'essaie de regarder toutes les images, de lire tous les dialogues, de saisir tous les enjeux, de tout. J'arrive juste plus à réfléchir les plans. J'arrive plus à sentir les plans, j'arrive plus à sentir les acteurs. D'autant que le film s'amuse à jouer, comme tu le disais Clément, avec beaucoup de techniques de cinéma, de plans séquences, de jeux de perspective, de variations de costumes dans les coupes, de noir et blanc, d'argentique. Et en fait, utilisé avec une telle intensité, pour moi, ça finit par noyer le fond des intentions dans la forme. J'ai l'impression que le film est tellement un raz-de-marée qu'il ne me laisse pas le temps d'assimiler quoi que ce soit. Après, c'est évidemment éminemment subjectif, mais je trouve étrange de ne pas laisser, dans un film aussi profondément politique, la place au spectateur. Parce que la place au spectateur de réfléchir ses enjeux, d'assimiler, de comprendre et de lui-même réfléchir, c'est quand même quelque chose de très important quand on parle de politique. Mais là, j'irai pas jusqu'à dire que le film se refuse un discours politique précis, mais j'ai l'impression qu'il préfère me crier dessus très très fort plutôt que de pointer du doigt les problèmes. Ah, est-ce que Julien, tu en as eu l'impression que le film essaie d'empoigner un peu les problèmes de la Russie de son époque ? Alors, mais je pense que je suis le plus mal placé sur Terre pour parler de la Russie de son époque. Pourtant, tu t'appelles Sergueï, toi aussi, à l'origine. Surtout, je ne ferai pas d'accent, mais surtout à un niveau politique. Mais en fait, moi, ça m'a fait un peu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une débauche de techniques. Le mot est mal choisi, je le dis. Enfin, moi, j'y crois pas à ce mot. Enfin, je trouve que ça va pas avec ce film là. Mais c'est vrai qu'il y a tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'effets, de plans séquences, de caméras qui tournent autour des gens, il y a des ellipses jouées avec la caméra qui reste du coup allumée et quand on repart, tout le décor a changé. Il y a des choses assez grandioses et c'est vrai que souvent c'est des choses qui m'impressionnent parce que enfin,
j'aime bien, je suis assez friand de technique quand même au cinéma et du coup c'est souvent des choses qui me plaisent aussi, mais qui ont tendance à me sortir un peu du film. Et là j'ai l'impression que, alors je sais pas si c'est parce qu'il y en avait beaucoup trop ou si c'est parce que l'histoire était un peu dure à suivre, mais moi c'est un peu l'inverse. Si tu veux, tous ces éléments de technique se sont noyés dans une espèce de fresque bizarre qui s'offrait à moi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, je pourrais pas tirer comme ça un message politique du film. Moi, j'y ai plutôt vu, tu vois, moi, j'y ai plutôt vu les parallèles qu'il y avait entre Petrov, la bande dessinée qu'il fait pendant le film, des personnages qui semblent être un peu les doubles de lui-même, tout un délire un peu sur la création, sur la prise de recul qu'il a par rapport à sa famille et qui couche sur les planches de BD. Enfin, il y a toute une ambiance comme ça qu'il est un peu difficile à saisir. Et justement, je trouve que ça met le spectateur dans une position assez active du coup. Parce que moi, j'ai cherché qu'une chose pendant tout le film, surtout quand tu commences à voir qu'il y a certaines choses qui se recoupent et qui reviennent. C'est tu te dis comment tout ça va être lié et comment en fait tel personnage a pu en influencer un autre ou interagir avec un autre et quand est-ce qu'on va retrouver le corbillard et quand est-ce qu'on retrouve, tu vois. Et du coup, cette position active que j'avais pendant le film, ça m'a en fait... à l'inverse du coup de ce que tu disais, moi ça m'a vraiment emmené à me questionner, à réfléchir, tu vois, c'est assez rare quand même pour être souligné. Je suis toujours en fait admiratif des films comme ça auxquels j'ai l'impression de rien comprendre mais qui me font beaucoup réfléchir, quoi. Et il y a eu un aspect un peu Mulholland Drive, si tu veux, sur moi, enfin peut-être pas aussi fort, mais tu vois, où j'avais envie après, et c'est pour ça que je suis allé le voir une deuxième fois, mais de décrypter le film et c'est d'ailleurs marrant parce que du coup il y a un peu un jeu avec ça. J'ai l'impression où il y a beaucoup de petits symboles qui reviennent, un pull avec des motifs qui revient dans plusieurs époques, tout un truc comme ça. Et du coup le film récompense ça d'une certaine façon, même si je pense que c'est pas du tout son propos et ce qu'il veut. Je pense que ce qu'il essaie de faire, c'est vraiment de nous mettre, comme je l'ai dit, dans une position un peu d'enquête et où on essaie de solutionner cette fièvre de Petrov entre ces moments grandioses de technique et ces dialogues complètement fous en effet où on te hurle un peu dessus et où tu comprends pas trop ce qui se passe. Il y a des vrais moments de poésie qui sont assez dingues et qui arrivent à te toucher, mais tu sais pas par où, quoi, tu vois, tu sais pas comment, mais le film arrive à t'atteindre. Et le fait que ce soit indicible, enfin en tout cas pour moi, le fait que ce soit indicible et un peu genre inconscient, tu vois, c'était d'autant plus fort. Et je pense que c'est un film qui, quand je suis revenu de Pologne, j'avais vraiment plein d'images encore en tête de ce générique de fin là avec cette chanson un peu agressive et ce mec qui marche dans la neige, des miniatures de lui avec son fils, de tous les flashbacks. En fait, j'ai tellement d'images qui me restent et je sais pas trop quoi en faire à part en rêver, quoi, tu vois. Il y a un truc que je trouve très percutant dans le film, et ce que je trouve beau, c'est que justement j'arrive pas vraiment à dire pourquoi. Je peux comprendre un petit peu ce que le film peut avoir de scandaleux. Il faut savoir que Serebrennikov est largement censuré par le gouvernement russe. Il est d'ailleurs assigné à domicile chez lui, et c'est quand même une prouesse technique impressionnante que d'avoir fait ce film intégralement depuis chez soi dans son appartement, et d'avoir juste travaillé avec ses assistants réalisateurs et avec toute son équipe par téléphone et par ordinateur pour pouvoir réaliser ça. Ça, c'est vraiment une prouesse folle. Ça, c'est vraiment dingue. Hein. Tu me l'avais dit, moi j'ai du mal à y croire tellement ça me paraît fou. Ça semble assez dingue. Parce que, surtout pour ce genre de film. Je parlais de catalogue, mais c'est vrai que chaque séquence est vraiment virtuose dans son domaine, quoi. Mais pour donner un petit peu, disons, de matière à qu'est-ce qui se déroule, quoi, dans ce film, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un portrait de la Russie, d'une peinture de la Russie qui est pas forcément à son avantage, quoi. On a des déambulations, des scènes de beuverie, des scènes de famille dysfonctionnelles. Il y a une sorte de magma à la fois désorganisé, anti-autoritaire et complètement dépressif, qui a quelque chose d'assez fort, une sorte de grande gueule de bois générale de tout le pays, qui a sa force contestataire. Mais j'ai quand même l'impression, par la forme très, on va dire, très démonstrative, très épique un peu du film, qu'il y a plus quelque chose de l'ordre du constat de prenez acte, expériencez entre guillemets ce chaos, c'est pas un vrai mot, mais
qui pour moi tient plus un peu de l'ordre du soliloque consterné et rageur que vraiment d'une analyse profonde des mécanismes qui permettent de penser. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un film qui permet beaucoup de penser, parce que justement, la forme est... Il y a une sorte de poids un petit peu assommant à l'enchaînement de ces séquences. Le film me rappelle, d'une certaine façon, L'homme à la caméra de Dziga Vertov, qui est donc un film russe de 1927, qui aussi est un film qui fait affronter le spectateur à un régime d'image très poussé et à beaucoup, entre guillemets, d'effets de style de caméra, de cinéma, avec beaucoup de gros plans, avec plein de split screen, avec plein de caméras renversées, de jeux de réflexion, pour faire un constat sur la Russie, sur son système, sur sa société. Évidemment, c'est pas le même principe, parce que l'homme à la caméra, c'est très positif, la représentation que ça en fait, et là, c'est très négatif. Mais en fait, l'homme à la caméra me permet énormément de place à moi, en tant que spectateur, d'assimiler ce qui m'est montré. Je ressens vraiment toutes les images que je vois, parce que le film me laisse le temps de les appréhender, me laisse l'espace à moi de comprendre tout ce que ça symbolise. Et ici, j'ai l'impression de l'inverse. Et paradoxalement, un petit peu dans tout ce chaos, ce qui m'a, je pense, le plus touché, c'est un geste un peu plus simple, on va dire presque une sorte de court-métrage à l'intérieur du film qui arrive vers ses peut-être 2/3, une sorte de long passage en noir et blanc où on va suivre un seul personnage pendant un temps assez long. Et j'aime bien cette idée que au milieu de cette espèce un peu de grand délirium, de maison de fantômes de la Russie moderne, il y ait un peu ce destin singulier qu'on va prendre pendant une période assez longue. Je trouve que ça amène une simplicité bienvenue qui fait beaucoup plus ressentir la violence du système, on va dire, dans lequel l'histoire se déroule, que le barouf général. Tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord aussi. Eh bien, on va maintenant pouvoir passer au film du passé. Et c'est Clément qui va ouvrir le bal avec un film de Paul Schrader, First Reformed. Ou, en français... Sur le chemin de la rédemption. Ça donne envie, hein. So how are you? Oh, I'm fine. No, really. It's been a while since we've talked. Even a pastor needs a pastor. Did you see the doctor? You need someone to take care of you. I want you to be happy. I know that nothing can change, and I know there is no hope. Jusqu'au 11 janvier, au cinéma Le Grand Action, se tient un cycle Paul Schrader pour préparer la sortie de son prochain film qui s'appelle The Card Counter, qui sort le 29 décembre, qui sera sans aucun doute un des événements cinématographiques de l'année. Et donc alors, Paul Schrader, peut-être que c'est un nom qui vous est familier, on le connaît surtout comme scénariste. Il a travaillé notamment 4 fois avec Martin Scorsese pour Taxi Driver, Raging Bull, La Dernière Tentation du Christ et À tombeau ouvert, mais aussi avec Sidney Pollack sur Yakuza, Brian De Palma sur Obsession ou Peter Weir sur Mosquito Coast et tant d'autres. Mais en plus d'être scénariste, c'est aussi un grand cinéaste, et ce depuis la fin des années 70. Il a eu un peu 1000 vies et 1000 styles au cours de ses 40 années de cinéma. Et la rétrospective au Grand Action en donne un petit peu un aperçu. Donc on a Blue Collar qui passe, qui est son premier film qu'il réalise en 78, qui est un film hyper mordant sur les syndicats d'ouvriers automobiles. American Gigolo, qui est un de ses films un petit peu célèbres, qui est sorti en 80, un film qui s'appelle Patty Hearst en 88, et un de ses films des années 2010 avec Nicolas Cage. Il y en a 2, et là le Grand Action passe Dog Eat Dog. Et c'est assez drôle d'ailleurs de voir que les évolutions du style de Schrader sont un peu en miroir des évolutions du style de Scorsese. Si on prend par exemple Hardcore, donc qui passe aussi dans la rétrospective, qui est son deuxième film, on a un peu des vibes Taxi Driver. Quand on regarde Patty Hearst, qui est donc un biopic sur la petite fille de William Randolph Hearst, qui est le mec qui a inspiré le personnage de Citizen Kane, ça fait assez penser au film de Scorsese éclairé par Robert Richardson, dont À tombeau ouvert notamment. Et alors que Scorsese sort Silence en 2017, et ben en 2018, Paul Schrader va sortir First Reformed, qui est donc le film sur lequel on va s'attarder. Donc First Reformed, qui s'appelle en français donc Sur le chemin de la rédemption, ça raconte la crise de foi du révérend Toller, qui est le pasteur d'une petite ville joué par Ethan Hawke, qui, après avoir rencontré un activiste écologiste dépressif et sa femme enceinte Mary, va être mis face au vertige un petit peu du désastre environnemental et de sa potentielle fatalité. Et c'est une sorte de character study, comme on dit, une étude de personnage absolument géniale. Et je ne suis pas quelqu'un qui utilise des superlatifs, je pense que c'est jamais arrivé dans l'émission, mais je pense que c'est vraiment un des plus grands films des années 2010 à mes yeux. Et donc une des idées géniales du film, c'est de partager le rigorisme, on va dire, et l'humilité de la vie de son personnage. Donc on a un film qui a un dispositif qui va tenir pour à peu près 90% des plans, c'est-à-dire plan fixe,
plan large et avec le personnage qui est décadré, qui n'est pas au centre du plan, puisque il y a un symbole de il ne devrait pas prendre la lumière, il n'y a pas d'orgueil, etc. Et donc à partir de ce dispositif qui peut faire un peu penser à Dreyer ou Bresson, il y a une certaine austérité qui va se dégager, mais qui ne doit pas vous rebuter pour découvrir le film. Déjà parce que c'est un film qui est formidablement bien écrit et qui va vous tenir en haleine, ne serait-ce que par la puissance de ses dialogues, mais aussi parce que cette espèce de frontalité très attentive, qui passe notamment par un design sonore qui est discret mais extrêmement précis, va donner une présence à la matérialité du monde qui est extrêmement forte et qui va agir un petit peu en contraste avec la spiritualité du personnage qui est omniprésente. Ça donne une sorte comme ça de gravité viscérale à l'ensemble. Et évidemment, peu à peu, il va y avoir des évolutions dans ce dispositif de départ, notamment une saillie esthétique que je ne dévoilerai pas, qui est vers la fin du film, qui est assez incroyable. Et surtout, on va voir doucement Paul Schrader raccrocher les wagons avec un petit peu, on va dire, l'univers de Taxi Driver, donc il a écrit. Donc je dis pas trop comment ça se passe, mais il y a notamment un plan sur un verre dans lequel on verse quelque chose qui est filmé au ralenti avec un zoom qui, si vous avez vu Taxi Driver, peut vous rappeler le plan de l'aspirine que prend Travis Bickle. Et tout le film va virer comme ça vers quelque chose de plus en plus sombre et de plus en plus poignant, qui va être une sorte d'actualisation brillante et désespérée de Taxi Driver, qui se concentre non pas sur un détraqué traumatisé, mais sur un homme de foi qui a des valeurs extrêmement fortes et qui va les voir mises face au désespoir inhérent à notre monde. Donc ça crée une sorte de vertige existentiel complètement fou, d'autant que le film est vraiment d'une précision extrêmement forte, que ce soit dans ses cadres ou dans le jeu de ses acteurs qui sont juste époustouflants. Et aussi, on va voir au fil du film comment est-ce que ce dispositif dont je vous parlais va évoluer, notamment avec des mouvements de caméra qui sont liés à un personnage bien précis et qui culminent dans un plan final qui est, je pense, un des plus grands plans finaux vraiment de l'histoire du cinéma. C'était une expérience absolument folle de le revoir pour préparer cette petite pastille. C'est un film qui n'est pas forcément très facile à voir, qui n'est pas sorti au cinéma en France et qui n'existe pas en Blu-ray, je crois. Donc, je vous encourage vraiment à attraper une séance de ce film au Grand Action. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un des grands films des années 2010. Un film en même temps d'une tristesse terrible et d'une puissance et d'une rigueur absolue. C'est vraiment immanquable. Waouh! Sans hyperlatif donc. Et Loïc, tu es d'accord avec moi? C'est exceptionnel. Merci. Bah d'ailleurs, garde le micro, Loïc, puisque tu vas nous parler de Mélancolia maintenant. Won't even bother saying how late you are. So sorry, guys. We're only there. That was 2 hours ago. Toast to the bride and the groom. You look glowing today. Never seen you look so happy. I'm thrilled about this wedding, and I know it's costing John a lot of money. It's not about the cost. I thought you really wanted this. But I do. Eh bien, après avoir parlé de désespoir, parlons maintenant de dépression. On s'attaque au Mélancolia de Lars von Trier. Heureusement que t'es là, Julien. Wouh. Mélancolia, c'est un film assez formidable dans la carrière de Lars von Trier et qui en fait représente dans le fond tout ce qui fait son travail. Pendant toutes ces années, ça a été son nihilisme, ça a été sa noirceur profonde, ces personnages qui viennent tout le temps soit se détruire, soit détruire l'humanité. Lars von Trier, il le dit lui-même, c'est un profond dépressif et c'est ce qui vient nourrir l'écriture de tous ses films. Ici, Mélancolia, on s'intéresse au personnage de Kirsten Dunst qui est en train de se marier et qui est absolument ravagé par ce qui est en train de lui arriver, mais qui ne sait pas comment faire, qui doit juste accepter la situation. Et Lars von Trier a l'intelligence de nous faire ressentir, au-delà du scénario, les ressentis physiques que ça crée, la dépression. C'est une façon différente de percevoir le temps, c'est une façon différente de percevoir la vitesse, les choses se ralentissent parfois, les choses s'accélèrent à d'autres moments. On a des scènes comme ça de danse pendant la réception qui constitue la première moitié du film, où on va voir le personnage de Kirsten Dunst danser sans trop faire attention avec un homme, avec un autre homme, avec une autre personne, et qui vraiment juste va devoir subir sa vie. Et à partir de la deuxième moitié du film, enfin c'est introduit dès le départ, mais ça ne revient dans le scénario qu'à partir de la moitié du film, une énorme planète nommée Mélancolia est en train de se diriger droit vers la Terre, et tous les personnages vont mourir. La Terre va se détruire. Et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir que sa sœur, le personnage de Charlotte Gainsbourg, est totalement dévastée donc par le fait que sa mort proche va arriver, et qu'en fait Kirsten Dunst, elle, dépressive, accepte les choses totalement. Elle est en phase avec la fin de l'univers, avec la fin de l'humanité, et c'est cette
ambivalence entre ces deux personnages-là, entre la façon de saisir la puissance des événements qui va être fascinant dans le film. Évidemment, toujours par le travail de caméra à l'épaule et de montage assez passionnant de Von Trier, qui là, en plus, du coup, vient souligner ce que je disais tout à l'heure, le rapport au temps différent de la dépression, et qu'il mélange avec ces plans qu'il a commencé à faire depuis Antéchrist, qui sont des plans au ralenti extrême, qui viennent créer des plans très esthétisés. C'est surtout au début du film qu'il en utilise, pour justement déjà créer des rappels de ce qui va venir plus tard, et ensuite de créer des rappels esthétiques et artistiques à des figures très importantes de la dépression, notamment le personnage de Ophélia du Hamlet de Shakespeare. Un autre truc qui est passionnant dans la carrière de Von Trier, c'est qu'en fait, à travers chacun de ses films, il essaye de se réapproprier un genre. Il y a eu la comédie musicale avec Dancer in the Dark, le film d'horreur avec Antéchrist, le film porno avec Nymphomaniac, le thriller avec The House That Jack Built, et Mélancolia, c'est le film catastrophe. C'est un film d'une puissance où, pendant toute cette deuxième moitié du film, on va avoir cette planète Mélancolia qui va venir au-dessus de nos têtes, dont on sait que la fin inexorable, c'est de tuer tous les personnages du film, et pourtant on est captivé, en fait c'est une puissance émotionnelle dingue qui se propage là-dedans, tout d'un coup une sorte de compréhension cinématographique et non pas scénaristique de ce que c'est que la noirceur totale psychologique de quelqu'un, et je pense que ça peut être autant intéressant pour des gens qui sont fondamentalement heureux que pour des gens fondamentalement dépressifs, que de voir ça et de comprendre presque ce que c'est que de voir le monde par les yeux de Lars von Trier. Et avant que je m'ouvre les veines avec le micro, Julien, tu vas nous parler de Vincent n'a pas d'écaille. Tu diras rien, hein? Faudra rien dire à personne. Ok. En effet, moi je vais vous parler d'un petit film qui passe le mardi 21 décembre au Reflet Médicis à 20h. Et quoi de mieux pour entrer dans le solstice d'hiver que de le fêter avec un film qui parle d'été, de baignade et d'amour estival. Un film qui étonne et qui bouleverse par sa simplicité. Donc Vincent n'a pas d'écaille 2, et avec Thomas Salvador dans le rôle principal, et avec dans l'immense second rôle Vima Laponce, qui devient une habituée de l'émission tout comme moi. Spoiler, c'est l'invité du prochain. C'est Céline Dion, on la reçoit la semaine prochaine. Ça serait incroyable. Je serais déçu de ne pas être là. Je vais pas en parler beaucoup parce que c'est un film qui est assez court, qui dure 1h20, qui tient un peu dans la surprise qu'il provoque, et surtout qui tient dans son habile simplicité. Quand il est sorti, c'est un peu vendu comme le premier film de super-héros français, où du coup on va suivre les aventures de Vincent, qui n'a pas l'écaille, mais qui a cette aptitude particulière de voir sa force et ses réflexes et tout un tas de choses décuplées quand il est en contact de l'eau. Alors qu'il s'installe dans le sud de la France pour tout simplement trouver du boulot, il va du coup faire la rencontre de Lucie, dont il va avoir envie de révéler son immense secret. C'est je pense que c'est un film qui est peut-être encore plus amusant à voir aujourd'hui, puisqu'il est sorti du coup en 2014 ou en 2015, et qui venait déjà s'inscrire dans une ère de super-héros au cinéma assez grandiose. C'est vraiment un film qui, à l'image de son personnage principal, discret, humain et en apparence tout à fait normal. Et sans écaille. Oh putain. Allez. Et sans écaille. Colmaté. Va construire comme ça une figure de super-héros du quotidien finalement. Néanmoins avec des effets du coup spéciaux, pratiques, je sais pas exactement comment c'est fait, mais qui sont d'une efficacité assez folle. Et c'est vraiment un film qui est très plaisant de regarder, qui est assez surprenant, assez drôle, et qui est éclairé par le brillant Alexis Kavirchin, du coup chef opérateur de renom, que l'on apprécie beaucoup ici chez Colmat. Voilà, je vais pas en parler plus que ça, je veux vraiment pas trop en révéler, mais moi c'est un film qui me tient beaucoup à cœur parce que je l'ai découvert à Cannes du coup avec Thomas Salvador dans la salle qui venait le présenter. On était très peu nombreux, mais voilà, ça en était suivi une petite discussion qui est à l'image je pense à l'image de son cinéma du coup très intéressante, et il me semble d'ailleurs qu'il a tourné un second film
qui devrait sortir cette année ou peut-être l'année prochaine. Voilà, je n'en sais pas plus, mais j'ai hâte de le découvrir. Et du coup, pour vous, c'est peut-être l'occasion de commencer sa filmographie avec son premier film et son seul, pour l'instant, long métrage. Vincent n'a pas d'écaille. Eh bien, on tient à remercier Laurent Stellin, Franck Joigny et Eric Urbain de Louis Lumière, Srishti Sheikh pour la prise de son, Mathias Debar pour le générique de l'émission et Joshua Lack pour le logo. Et évidemment, on remercie notre invité Julien Bonneau, qu'on était ravis d'accueillir à nouveau et qu'on remercie chaleureusement de sa présence. Eh bien, merci de m'avoir accueilli une deuxième fois. J'espère que ça ne sera pas la dernière. C'était un vrai plaisir. Eh bien, c'est toi et Robin Tedna qu'on remercie de nous avoir accueillis ici dans votre colocation et de nous avoir gracieusement prêté tout ce matériel pour pouvoir enregistrer cet épisode sans qui cela n'aurait pas pu être possible. On se retrouve bientôt pour un épisode bilan des films de l'année 2021 qui vient de s'écouler. On vous a préparé des petits tops pour l'occasion. Et ensuite, on se voit pour le prochain épisode plus classique à la rentrée. Et en attendant le nouveau Paul Schrader, on se voit en salle le 29 décembre. C'est le serpent.